Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film noir à l'américaine fort célèbre, sorti en 1944, Assurance sur la mort, ou Double Indemnity en version originale. Alors c'est amusant parce qu'il fête plus ou moins ses 80 ans en première diffusion, là. Et il s'agit du 4e long métrage pour Billy Wilder, son 3e à Hollywood, lui qui avait commencé sa carrière de cinéaste plus ou moins en France, après être venu d'Autriche. Et il s'agit d'une adaptation d'un roman de James M. Cain, qui a aussi écrit Le facteur sonne toujours deux fois, et avec au scénario, en plus de Billy Wilder, qui à partir de là prendra en charge l'écriture de tous ces grands films, eh bien il y a un certain Raymond Chandler qui venait de publier The Big Sleep, Le Grand Sommeil, qui donnera lieu à un autre film noir connu peu de temps après, et qui en parallèle continuait sa carrière de scénariste à Hollywood, notamment pour Hitchcock, puisqu'il fera L'Inconnu du Nord Express. Au casting, qui avons-nous dans les rôles principaux? Déjà Fred MacMurray dans la peau de cet assureur qui va tomber dans le piège, Barbara Stanwyck interprétant la fameuse femme fatale traditionnelle à ce genre de cinéma. Nous avons aussi Edward G. Robinson, un peu la caution morale de l'œuvre, sans oublier Jean Heather qui joue la belle-fille de la femme fatale et qui va avoir une importance, on va dire, assez capitale plus on avance dans l'œuvre. Alors, oui, il s'agit bien ici d'une œuvre de ce fameux cinéma-film noir qui se démarque du traditionnel film policier où on cherche à résoudre l'intrigue, à trouver le criminel et tout. Là, d'emblée, on est clairement face à la réalité, puisque le personnage de Walter Neff, donc joué par Fred MacMurray, va avouer son crime. Enfin, il va faire une confession. Et c'est intéressant parce que dans la tradition des romans de Dashiell Hammett, on va plutôt ici essayer de comprendre pourquoi et de triturer la psychologie des personnages qui sont un peu paumés dans une Amérique qui commence à se fracturer. On va dire que c'est l'héritage ici, évidemment, hein, de ces films de gangsters, Prohibition, puis après il y a la Grande Dépression, la nouvelle forme de criminalité plus individuelle, loin des familles de mafia, que l'Amérique connaissait vers les années 30-40. Justement, des antisystèmes qui sont rejetés par celui-ci ou qui essayent, d'en profiter. C'est un petit peu ce qui va se passer ici, donc, avec cet assureur qui n'est pas très heureux dans son boulot. Enfin, on le sent un peu vaguement passionné par tout cela, qui va voir sa vie changer le jour où alors il va avoir un client, bon, il va tomber sur l'épouse de celui-ci et il va flasher dessus. Mais clairement, la fameuse femme fatale blonde qui a ce charme magnétique et elle va s'en servir pour l'attirer clairement dans un piège, puisque qui dit assurance sur la mort potentiellement. Et si on faisait souscrire une assurance vie au mari? Ok, et si au final on se débarrassait de celui-ci pour toucher à deux, hein, puisque ça va devenir son amant, la prime, enfin voilà, l'héritage, tout ce que vous voulez, quoi. Bref, l'argent, hein, les États-Unis et l'argent, bien sûr. Et on va voir la descente aux enfers de Walter Neff qui va vraiment se prêter au jeu, aussi par ambition personnelle, par amour, enfin séduction, tout ce que vous voulez, oui, mais il voit ici l'occasion de faire ses preuves, hein, d'une certaine manière, lui qui a été vraiment l'employé modèle. Et ainsi, l'appât du gain va le corrompre et il va se passer pas mal de choses, un jeu entre les deux pour manigancer la mort donc, de ce mari dans un train. Encore, tiens, le train. C'est pour ça qu'il fera L'Inconnu du Nord Express par la suite, Raymond Chandler à l'écriture peut-être, je ne sais pas. Et à côté de cela, bien sûr, on va suivre le fin limier de la compagnie d'assurance, un certain Barton Keyes, joué par Edward G. Robinson, qui va plus on avance dans le film, se rapprocher ici de la vérité et confondre, ou pas, son collègue. Alors c'est intéressant parce que dès le début on voit qu'il y a cette confession qui est faite dans une sorte de dictaphone de l'époque là, mais est-ce que il l'avait trouvé ou non, le poteau rose, Keyes? J'en dis pas plus, mais c'est intéressant de voir la valse hésitation aussi, non seulement donc du détective, on va le citer ainsi, même si c'est pas quelqu'un de la police d'assurance, mais c'est pas pareil, et aussi le dilemme absolu au niveau moral pour un Walter Neff qui, à certains moments, va quand même se poser des questions et peut-être se rendre compte qu'il est très utilisé par Phyllis, donc la femme fatale. C'est vraiment ici un bijou d'écriture et de psychologie
Quoi qu'il en soit, on sait où ça va nous mener, d'autant plus qu'à l'époque, avec le Hays Code, la censure à Hollywood, il fallait que ça se termine bien. Dans un sens, Billy Wilder en joue et enfonce le clou du film noir, où on cherche plus à trop savoir qui a fait quoi, c'est assez évident, il faut que ce soit limpide de toute façon, le suspense étant faux, si jamais on l'impose. Et d'emblée, donc il y a ce recours à une scène future, qui fera la conclusion du film en juillet, pour avoir une narration flashback qui va nous mener de mai à juin, etc. Et il réutilisera ce procédé pour ce qui est son bijou, peut-être le film que je préfère de lui à date, à savoir Boulevard du Crépuscule, dont j'avais parlé l'année dernière. C'est intéressant de voir qu'il distille cela pour mieux développer après la psychologie et sa mise en scène qui va avec. Le fameux clair-obscur des films noirs avec ce noir et blanc justement d'antan, qui joue parfaitement ces scènes où on voit justement la séduction de Phyllis sur Walter, les discussions entre les deux, les moments où on ne sait pas trop si c'est finalement la chose qu'il faut faire, etc. La manigance, puis la mise en lumière ensuite justement de certaines choses immorales, c'est magnifique là-dessus. Il y a des scènes très proches entre les deux qui sont quand même à la lisière de ne pas respecter le fameux Code Hays de l'époque, le Production Code. C'est bien de voir Billy Wilder, déjà au bout de son 4e film, s'imposer ainsi et devenir le grand cinéaste qu'il sera par la suite. Alors, je ne sais pas si ces 2 précédents à Hollywood avaient une grande réputation, vous pourrez me le dire en commentaire, mais là, je pense que ça lance définitivement sa légende. Et on est dans la tradition de ce film noir qui, on va dire, a eu ses lettres de noblesse grâce au Faucon, ça serait bizarre. Faucon maltais, sorti 4 ans avant, et qui là déploie encore plus ses ailes avec cette esthétique qu'on lui connaît, ce qui fait que du coup, Assurance sur la mort est un des exemples de ce genre. Et comme d'habitude, enfin du moins dans la première partie de sa carrière en finale, mais même après, avec Billy Wilder, eh bien nous avons un regard un peu critique sur l'Amérique. C'est intéressant de noter qu'il vient d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a été naturalisé, qui a aimé l'Amérique, bien sûr, qui lui a offert cette possibilité-là, mais qui regardait cette société d'un regard peut-être plus acerbe que certains autres de ces metteurs en scène américains de l'époque, quoiqu'il y en a beaucoup qui venaient de pays, notamment Allemagne, Autriche, etc. Alors on sait que Fritz Lang s'y est essayé, Lubitsch aussi, enfin bon, vous voyez, cette idée-là. Et en fait, l'idée de vraiment mettre le doigt sur l'ambiance film noir, c'est insister sur ces personnages qui sont loin du rêve américain, de façade. Encore la façade utilisée par la ville de Los Angeles, où finalement tout a l'air bien. Ce que David Lynch triturera à sa façon par la suite, parce que là, dans Assurance sur la mort, on sent quelque chose de Lost Highway par moment. Je ne pense pas que ce soit hasardeux, et je suis persuadé que c'est une de ses influences majeures pour ce grand film, comme Boulevard du Crépuscule a été une influence pour Mulholland Drive, même si ça me paraît évident. Mais on voit ces magnifiques endroits et tout, cette maison où justement Walter entre, et à l'intérieur, le mal est là, la femme fatale, oui, bon, qui veut tirer profit de ce système, mais aussi elle se plaint de son mari, des petits trucs, on ne sait pas où est la vérité là-dessus, jamais on ne saura avec certitude si elle n'était vraiment que intéressée par l'argent. Ça flotte un peu là-dessus et c'est très intéressant. Mais en gros, le problème de l'Amérique, pour ces gens qui sont pas très heureux, et en plus, du coup, dès qu'il y a la possibilité de se faire de l'argent sur le dos de la légalité, on y va. Et là, il n'y a pas besoin de criminels ou de gangsters ou de tueurs, c'est ça qui est intéressant, comme procédé, le film noir offrant ainsi d'autres possibilités finalement que le film policier ou de gangster, entre guillemets, traditionnel. Même si beaucoup de ces films-là d'avant, aussi jouaient sur la dualité ou le dilemme des personnages, sans trop pouvoir le faire malgré tout, car il y avait ce Code Hays qui empêchait que ce soit trop... il fallait que le méchant soit méchant et puni à la fin. Mais là, c'est intéressant parce que oui, il est puni à la fin, il se punit lui-même. Il a une forme de rédemption, de clarté, mais il n'apparaît pas uniquement méchant. Et même la femme fatale, si on cherche derrière, on peut peut-être lui trouver quelques justifications, même si évidemment les deux ont tort et font des bêtises. Ça, c'est clair. Donc j'aime beaucoup cela. Après, c'est pas mon style de cinéma ultime non plus, mais j'aime bien me plonger dans les découvertes tardives, parce qu'il s'agit pour moi de cela ici, de ce genre de film qui permet de comprendre aussi la lecture sociale
américaine d'un réalisateur qui, par la suite, évidemment, le fera. Moi, je pense au Gouffre des Chimères, hein, évidemment, qui sera très pointé du doigt, mais là, c'est plutôt le journalisme, les médias. Et bien sûr, Boulevard du Crépuscule, là c'est plus le cinéma qui sera montré du doigt. Voilà, donc allez, je vais arrêter ici, hein. J'étais un peu pêle-mêle, mais j'aime bien aussi l'être hein, dans un procédé critique. Ça ne laisse que des embryons et des portes ouvertes d'analyse que vous pouvez compléter évidemment en commentaire ci-dessous et me dire ce que vous pensez de ce film. Je vous dis à la prochaine, ciao.